Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Être manager de transformation, ça veut dire quoi exactement? On va en parler avec Michel Rességuier. Il est président de Prosfer. On fera le point avec lui sur ce sujet. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Ajoad, une solution avec aujourd'hui Handiwork, une entreprise qui s'engage, vous le verrez, au nom de l'inclusion. Et on recevra Lionel Satouf, le directeur général justement d'Handiwork. Le cercle RH, on parle du mentorat. Beaucoup de mentorés, d'ailleurs, vous le verrez, ont choisi de devenir des mentors. Comment ça marche? Un réseau d'influence. On fera le point évidemment dans quelques instants avec mes invités dans le cercle RH. Et pour terminer avec Fenêtre sur l'emploi, Thierry Bismuth va s'intéresser au recrutement. Mais alors par une porte un peu particulière, graphologie, astrologie, QCM. Est-ce que ce sont de véritables outils d'aide à la sélection? On fera le point avec Thierry Bismuth à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job. On parle des managers, on en parle beaucoup sur ce plateau, des managers qui ont été bousculés évidemment pendant cette crise Covid. On va faire le point avec Michel Rességuier. Bonjour Michel, vous êtes le président de Prosfer, vous êtes le dirigeant de cette société, 20 collaborateurs, cabinet de conseil en transformation et retournement. Ça veut dire quoi, transformation et retournement? Ça veut dire vous renversez les entreprises? Ça veut dire que on accompagne les entreprises dans un ajustement entre ce qu'elles font et leur vocation ici et maintenant. La vocation, ça s'inscrit dans un temps et dans un lieu. Ma vocation n'est pas la même aujourd'hui que quand j'avais 18 ans, et elle ne serait pas la même probablement si j'étais japonais. Oui. Et donc une entreprise, elle, au fil du temps, évidemment, elle doit réajuster sa vocation, c'est-à-dire, on peut le dire autrement, hein, son utilité sociétale, sa mission, c'était la loi Pacte. Sa raison d'être. Sa raison d'être, voilà. Au fond, c'est le même concept. Il y a un sujet quand même qui vous interpelle évidemment, parce qu'on va s'intéresser aux managers. L'entreprise, vos clients vous contactent et vous disent on est dans une difficulté. Vous appuyez sur la sémantique, et c'est intéressant d'y revenir un instant. Quand on dit une entreprise se restructure, automatiquement et inconsciemment, on pense à chômage, plan de licenciement, souffrance. Quand on dit une entreprise se transforme, ça ne veut pas dire du tout la même chose. C'est vrai que le mot restructuring a été utilisé essentiellement à deux effets. C'est le changement de structure bilancielle d'ailleurs, parfois sous l'égide du tribunal de commerce. Donc comment on rééchelonne la dette par exemple, ça s'appelle la restructuration. Et puis la dimension sociale, effectivement, que vous venez de mentionner, licenciement économique en gros. L'enjeu d'une transformation a été, et d'un réajustement d'une entreprise vis-à-vis de sa mission, peu importe, son utilité sociétale, c'est au contraire de pérenniser ses activités et donc ses emplois. Donc ce n'est pas la même démarche du tout. Quelques mots, et on va parler de ces managers de transformation pour que vous apportiez votre définition, en tout cas ce que vous apportez à vos clients. On est quand même dans une situation assez étrange et presque paradoxale, parce qu'on a le sentiment d'une très forte pression sociale, de mal-être des Français. Et puis dans le même temps, on a un pouvoir d'achat, en tout cas c'est ce que dit l'INSEE, qui a progressé. Et on a des défaillances d'entreprises, alors qui ont légèrement progressé. Je voudrais quand même vous signaler ce chiffre, 28 765. Alors je sais que vous en avez un autre évidemment dans votre poche, mais nombre de défaillances cumulées sur un an entre mars 2021 et février 2022, c'est plus 2. Donc il y a une légère reprise. Sauf que vous allez me répondre qu'à l'époque d'Arnaud Montebourg, ministre évidemment de l'économie, enfin du redressement, on était à quoi, 65 000 65 000, oui, tout à fait. Donc ça veut dire que vous y voyez comme un paradoxe dans ces chiffres-là? D'abord, je pense qu'effectivement, on est dans une situation économique plutôt porteuse, plutôt favorable. Et c'est vrai que les résultats du premier tour hier soir ne démontrent pas que les Français l'ont totalement perçu. Bon, mais c'est comme ça. Je crois qu'en revanche, on vit une période où le gouvernement a pris la main beaucoup sur la vie des individus. Il les a beaucoup déresponsabilisés. Ça, c'est le Covid. Covid, typiquement. Ouais. Il fallait un papier pour aller faire pipi à son chien, et vous ne pouviez pas le faire à plus d'un kilomètre de chez vous. Comme si vous n'étiez pas assez responsable, au fond, pour savoir quand on devait sortir ou pas. Vous protéger, voilà, exactement. Ouais. Et donc, forcément, en tant que personne, en tant qu'individu, si je suis terriblement pris en charge, ce que je peux souhaiter d'un côté, en réalité, pour exister, il ne me reste pas beaucoup d'autres postures que celle un peu de la victime. Ça s'appelle le triangle de Karpman, ça a été très étudié très sérieusement. C'est un triangle assez dramatique. En fait, quand vous responsabilisez les gens, c'est exigeant, mais vous les rendez plus heureux.
et ils sont plutôt reconnaissants. Mais attendez, si je le C'est vrai dans transpose... l'entreprise aussi d'ailleurs. Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous dire, Michel Rességuier, c'est-à-dire quand on le transpose à une vision très, très sociologique et qu'on le met dans l'entreprise, on a aussi des collaborateurs, des salariés qui attendent la béquille et se sentent un peu déresponsabilisés. Est-ce que ça dit ça aussi? Ben oui, c'est une tentation. Et c'est une tentation d'ailleurs qui s'est un peu accrue avec le comportement du gouvernement dans le cadre de la crise Covid. Mais c'est une tentation contre laquelle les dirigeants doivent lutter. Et c'est pas si facile parce que si vous donnez satisfaction à cette tentation, à cette demande, dans un premier temps, vous êtes remercié, vous êtes applaudi, vous êtes aimé. Donc c'est toujours agréable pour un chef. Mais ensuite, vous avez des gens qui finalement sont en posture de victime. Tournons-nous vers Prosphère, parce que ce qui est intéressant, c'est le modèle que vous proposez. Oui. Ces fameux managers de transformation, en quelque part, ils sont dans votre vivier à vous. Oui, ils sont salariés de Prosphère. Et c'est-à-dire qu'en fonction des clients que vous allez avoir, de leurs besoins, vous allez pouvoir faire une forme de placement de collaborateurs qui correspondra à la demande. On est bien d'accord. Et ces managers vont devoir accompagner la transformation. Absolument. Dans un temps donné, j'imagine, contrat quoi, de 6 mois, 1 an, 2 ans? La moyenne, c'est 13 mois. C'est 13 mois, c'est minimum. C'est la vraie moyenne au constaté a posteriori. Pourquoi ce concept de faire venir de l'extérieur? Parce que vous pensez que l'entreprise d'elle-même, avec ses propres forces, n'a pas la capacité de se transformer? Alors, l'entreprise, elle a vraiment la capacité d'améliorer en permanence son modèle économique. Si en revanche, il y a un phénomène de rupture, là, elle est en difficulté. Pour une raison d'ailleurs humaine très simple à comprendre, les chefs, au fond, les gens les plus gradés dans l'entreprise, ont acquis leur légitimité dans un contexte et un écosystème donné. Si cet écosystème vit une rupture, une disruption, on dirait en franglais, forte, ils ne sont pas forcément les mieux placés pour réagir, parce que leurs compétences qui légitiment leur grade relèvent... Donc ils n'ont pas les outils finalement. Exactement, et nous on vient leur apporter ça. Eux ils connaissent l'entreprise par cœur évidemment, nous on ne fait pas semblant, on ne vient pas leur apprendre comment faire leur job au quotidien, ça ils savent. Voilà. Mais en revanche on a les outils pour repenser le modèle économique de l'entreprise, son positionnement stratégique et donc sa trajectoire. Donc ça veut dire que ce sont des... Vous les situez comment là, vos collaborateurs, puisque vous dites qu'ils sont salariés? Sont des experts, sont des gens qui vont accompagner, qui vont d'abord être dans une posture d'écoute pour diagnostiquer les endroits. Enfin, j'imagine qu'il y a tout un travail de regard et d'observation. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce sont tous des gens qui sont capables d'être dirigeants. Je dirais, c'est un peu comme on va aller, nous, on va être le SAMU. Bien que l'entreprise puisse être rentable, d'ailleurs, j'insiste là-dessus. Oui, c'est pas une société en crise. Parce qu'elle peut être très rentable, mais néanmoins être au bout d'un modèle économique qui est très rentable, mais qui touche un peu à sa fin. Voilà. Mais donc, on va être un peu comme le SAMU. Alors, effectivement, il y a des outils pour ça. C'est une pratique de la médecine ou une pratique du management en l'espèce un peu différente. Et de même que, je sais pas quoi, l'ophtalmo ne pratique pas la médecine exactement comme le SAMU, et ben nous, on ne pratique pas la direction d'entreprise exactement comme les managers de l'entreprise dans laquelle on rentre. Je rentre un peu dans les détails, mais quand cette personne donc, va entrer dans l'entreprise pour le premier jour, les dirigeants de l'entreprise se disent mais je suis challengé, on me met quelqu'un dans les pattes, l'actionnaire veut plus de moi. Enfin, est-ce que c'est un vrai travail de psychologie que doit mener le manager de transformation? Bien sûr, on est accueilli avec les deux postures, notamment par les plus gradés d'entreprise. Il y a ceux qui se disent c'est intéressant, je vais vivre autre chose, je vais vivre quelque chose de nouveau. Et de toute façon, eux, ils ne vont pas rester 6 mois, 12 mois, 18 mois, on disait 13 mois il y a un instant. Voilà. Donc j'aurais gagné quelque chose. Oui, ça c'est le verre à moitié plein, ça. C'est la bonne chose. Et puis effectivement, il y en a qui n'aiment pas qu'on vienne questionner le fonctionnement de l'entreprise. Parce que ils ont le sentiment qu'on les remet en question. Absolument. Il y en a qui le vivent comme ça, et c'est un tort, mais c'est humain. Enfin, voilà. Concrètement, Prosphère intervient, vous êtes le SAMU, vous arrivez avec votre petit sac, le costume, on a bien fait son nœud de cravate, on rentre dans l'entreprise. Qui vous mandate? Les actionnaires, le PDG? Comment ça marche? Le plus souvent, c'est l'actionnaire, mais il peut être le dirigeant. Dans les PME, très souvent, l'actionnaire. Clairement. Voilà. Donc souvent, c'est quand même quelqu'un qui a une casquette d'actionnaire et donc qui est d'abord préoccupé par la pérennité de l'entreprise. Là où un dirigeant, dont c'est la principale mission, la pérennité de l'entreprise dans la loi, je ne sais pas un jugement de valeur de ma part, c'est la loi, un dirigeant, souvent, a quand même une énorme préoccupation de son image en tant que dirigeant. Donc ? Et donc, va être plus susceptible
que l'actionnaire de voir quelqu'un dans les pattes, comme vous disiez, qui vient l'aider. Donc pour vous, quand vous préparez votre manager de transformation à partir en mission, parce qu'il y a quand même une préparation de départ en Oui, mission, bien sûr. il a une feuille de route, il Ouais. sait où il va, Ouais. vous lui avez présenté les points sensibles, Alors- les profils avec lesquels ça risque d'être Ouais. difficile, ou il arrive, il est vierge de tout. Non, alors en fait, on est assez vierge. On a toujours eu C'est peut-être l'info. mieux d'ailleurs. Oui, c'est ça, voilà. On a toujours de l'information, bien sûr. Mais cette information, finalement, elle est assez superficielle. Bien sûr, en bien sûr. réalité. Il va falloir creuser. Et ça, il faut le faire avec les équipes. Il faut le faire avec les managers. Oui, sans a priori en Voilà, amont. Exactement. Il faut le faire même avec tous les salariés, en réalité. Il ne faut même pas le faire qu'avec les managers. Donc il y a une découverte et il vaut mieux effectivement pas arriver avec des idées préconçues. On a des outils en revanche. On arrive avec la boîte à outils. La boîte à outils, combien de managers de transformation sont aujourd'hui, au moment où on se parle, embarqués dans des aventures de transformation d'entreprise, là, au moment où... Au moment où on se parle, il y en a 16 qui sont embarqués dans 13 entreprises. Donc ça veut dire qu'il Il y en a où ils sont deux. Il y en a où ils sont deux, parce que pourquoi? Vous avez choisi, en fonction des compétences, travailler sur la finance, l'autre sur le RH, comment vous le Alors, non, répartissez? c'est pas tellement ça. C'est d'abord souvent dans les premiers mois, je dirais les 3 premiers mois, c'est très utile d'être deux pour aller plus vite. Et voilà, parce que vous créez deux personnes vont créer des alliances différentes en fonction de leur personnalité, etc. Et puis il y a quand même un gros travail analytique à produire, Évidemment. qu'on produit avec les salariés, qu'on produit jamais en chambre. Bien sûr. Donc, mais néanmoins, c'est quand même un gros travail à faire. Voilà, donc souvent c'est très utile. Après, il y a aussi la taille de l'entreprise quand même. Et en fonction de la taille de l'entreprise, ça peut être très utile d'être deux. Il y a des entreprises, c'est pas pareil, une entreprise qui fait 10 millions, 5 millions, et puis une entreprise qui fait 300 ou 400 millions. Et qui doit changer de modèle. Exactement. Un mot avant de nous quitter par rapport à ce chiffre très différent de celui d'Arnaud Montebourg, 65 000 défaillances. Est-ce que vous craignez à travers les missionnaires, vos managers de transformation, Ouais. est-ce que vous sentez comme ça qu'il y a des risques de craquellement, ou est-ce que notre économie, à travers vos clients, se porte bien et qu'elle accélère au contraire, malgré le contexte politique que vous évoquiez tout à l'heure? Alors, non, je pense quand même l'économie se porte bien, mais je pense quand même qu'elle est sous perfusion et que Toujours. Voilà, toujours, que cette perfusion va s'arrêter et que certaines entreprises ne vont pas retrouver le contexte qu'elles ont connu avant. Certaines vont le retrouver. Et puis d'autres pas. Je vous donne 2 exemples. Les matières premières, c'est pas sûr que toutes les matières premières reviennent au prix antérieur. Or, la question de l'élasticité prix se pose à ce moment-là. 2e exemple, les vêtements. Aujourd'hui, on constate que les vêtements de gamme intermédiaire, le affordable luxury, comme on dit dans ce milieu-là, est en perte de vitesse. Totalement. Parce que tout simplement, on va moins au bureau, on sort moins, on est plus en visio, etc. Les voyages professionnels, vous voyez, donc ces gens-là vont devoir se remettre en cause au moment de rembourser les emprunts. Ça fera peut-être du travail d'ailleurs pour Prosphère. On sera ravis de les aider. Merci Michel Rességuier de nous avoir Je vous en rendu prie. visite, de nous avoir éclairé sur ce modèle très particulier que vous développez, 20 collaborateurs chez Prosphère, mais des managers de transformation envoyés comme le SAMU dans les entreprises, qui sont d'ailleurs pas toujours des entreprises en difficulté. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, les entreprises s'engagent avec notre partenaire, un jeune, une solution. On parle d'inclusion et de diversité, c'est tout de suite. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Focus sur une entreprise, une organisation qui s'engage pour l'emploi. Et on en parle aujourd'hui avec Lionel Satouf. Bonjour Lionel. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes le directeur général d'HandiWork. 15 personnes aujourd'hui. Et on va parler d'inclusion, donc d'intégration de personnes handicapées sur des lieux de travail. Alors, on ne va pas faire tout notre échange sur votre parcours, mais qui est effectivement très original, collectivité locale, puis des startups, l'entrepreneuriat, et puis il y a cette rencontre qui va créer finalement le concept Bricomarché, pour ne pas les nommer. Vous implémentez, vous transportez des collaborateurs dans cette entreprise, et ça match, ça fonctionne. Racontez-nous, parce que ça c'est la genèse de tout le projet HandiWork. Absolument. Donc HandiWork, la genèse, c'est en fait une rencontre. C'est la rencontre en fait avec un chef d'entreprise qui s'appelait Eric Villassante, qui est devenu mon associé, et un chef d'atelier en mécanique dans le secteur, dans le milieu protégé. Voilà. Et un jour, ces 2 personnes viennent au magasin et elles viennent nous poser une simple question. C'est: est-ce que je peux venir avec 4 jeunes en situation de handicap? Parce que vous, à l'époque, vous êtes côté Bricomarché. Absolument. Ouais, je suis côté direction de l'entreprise. Et donc, ils viennent voir si on peut les accueillir pour les former à la mécanique sur en fait les machines de nos clients.
Et là-dessus, banco à l'époque pour effectivement mener cette expérimentation. Ce que je trouve passionnant, on traite souvent sur ce plateau la question de la place des personnes handicapées dans le monde du travail, avec des entreprises qui jouent le jeu, d'autres qui ne jouent pas assez le jeu, vous le savez parfaitement. Ce qui est vraiment intéressant dans votre concept, c'est que non seulement la personne vient sur le lieu de travail, mais que vous dites à vos clients, puisque maintenant vous êtes côté handiwork, Absolument. Rassurez-vous, parce que la première chose qu'on vous dit, c'est nous on est d'accord, mais globalement, comment on fait? Comment on les forme? On n'a pas les hommes. Et là, vous avez une réponse là. Exactement, c'est-à-dire que à chaque fois dans les entreprises, souvent les chefs d'entreprise justement nous posent 2 questions finalement pour j'allais dire un peu conditionner l'accueil ou prévoir l'accueil en fait de jeunes en situation de handicap. La première, c'est qui va les former sur le lieu de travail. Et oui. Et là, la réponse que nous on a pu apporter, c'est le formateur handiwork. Et la deuxième question effectivement essentielle, c'est si j'ai un problème dans le magasin ou dans le lieu de travail, Exact. qui va s'en occuper? Et là, à nouveau, c'est le formateur handiwork qui est le tiers de confiance qui va venir rassurer finalement les parties. Alors il n'est pas là, il faut le dire, H24, c'est-à-dire qu'il vient, il se déplace, il consulte, j'imagine qu'il va de site en site pour... On est d'accord? Exactement, c'est-à-dire qu'un formateur, en fait, donc le concept handiwork, qui est vraiment de la formation en situation de travail, C'est ça. c'est... en fait, avoir un formateur expert métier qui va venir accompagner en fait un groupe d'apprenants pour venir finalement soit découvrir le métier, si on parle du milieu protégé, soit effectivement préparer, acquérir les compétences en vue de prendre un poste en CDI, en tout cas un poste pérenne à l'issue du parcours. Donc il y a une notion de maître d'apprentissage qui va accompagner la personne pour l'emmener vers le CDI, vers l'intégration dans l'entreprise. Et une fois que cette personne a été formée, j'imagine que là, le maître se recule doucement et va travailler sur de nouveaux arrivants ou arrivés dans l'entreprise. Et exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment ce rôle de maître d'apprentissage à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils apprennent, ils répètent le geste, ils vont maîtriser leur environnement de travail et progressivement, il y a une période d'autonomie qui va se mettre en place pour qu'ils puissent alors complètement s'intégrer avec les équipes de travail, puisque notre objectif derrière, c'est sensibiliser au handicap et bien sûr les intégrer dans des équipes de travail. Avant que vous créiez ce concept et que vous ayez cette révélation, parce que je rappelle qu'à l'époque, vous étiez côté Bricomarché, maintenant vous avez cette entreprise, 15 collaborateurs, qui se développe. Avant cette révélation, personne n'avait pensé très concrètement à mener ce type de mission concrète sur le terrain, accompagner, encadrer? Alors, en fait, avec mes 2 autres associés, donc Jean-Baptiste Honorin et Éric Villassante, c'est vrai qu'on a fait le constat a posteriori que ce type en fait de stage en immersion accompagnée et en formation en fait n'existait pas. Parce que les 2 questions que j'évoquais tout à l'heure n'avaient pas été résolues, ou en tout cas il n'y a pas une réponse évidente, simple, duplicable et surtout opérationnelle qui avait pu être amenée à cette situation. Avant de parler de votre prospective, parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous vous développez, de quoi vous avez besoin, c'est tout l'intérêt aussi de cette rubrique. Ces jeunes sont issus, jeunes et moins jeunes, sont issus d'où? De quelle structure? IME, ESAT? Alors exactement, IME, ITEP, ESAT. Alors ça, c'est effectivement pour nos parcours qui s'appellent découvertes, qui sont vraiment construits, j'ai envie de dire, et accompagnés, à travers donc le parcours découverte. Et on a des projets recrutement. Alors ceux-là, par contre, c'est un public différent. Ce sont des demandeurs d'emploi avec une RQTH, c'est-à-dire avec la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc pour bien comprendre le chemin, parce que peut-être des parents qui nous regardent et qui ont des jeunes qui sûr. sont en ESAT, en IME, puis aussi peut-être des salariés qui nous regardent ou des chefs d'entreprise, ça commence par quoi? C'est l'entreprise qui appelle Handiwork, c'est Pôle emploi qui vient vers vous. Comment vous vous situez là dans le dispositif? Alors, lorsqu'on va travailler avec le milieu protégé, en fait, nous allons travailler en même temps avec des établissements spécialisés qui souhaitent effectivement mettre en immersion en milieu ordinaire des jeunes et des moins jeunes. Et lorsqu'il s'agit en fait de recrutement, là pour le coup, nous allons contacter des entreprises qui ont très concrètement des projets de recrutement. Donc des besoins. À partir de là, qu'on soit d'accord, recrutement vers des personnes handicapées ou d'une manière générale des recrutements. Et vous leur dites, essayez donc avec des personnes handicapées. Alors non, parce que notre démarche, elle est vraiment 100% tournée vers les personnes en situation de handicap. Donc notre démarche auprès des grands groupes, alors notamment la grande distribution, la logistique qui ont été nos premiers clients, c'est de dire si demain vous avez dans votre politique TH, vous souhaitez en fait Travailleurs handicapés. impulser, travailleurs handicapés, exactement, TH, si vous souhaitez impulser une démarche un peu positive d'intégration, d'inclusion en fait des personnes en situation de handicap, on peut vous aider. Vous avez des projets de recrutement. À ce moment-là, simplement, on va mettre en place un dispositif. Et à ce moment-là, simplement, pour le coup, vous avez raison,
on va s'appuyer sur notamment les services publics de l'emploi pour mener le sourcing en fait de ces personnes. Combien de personnes aujourd'hui intégrées au moment là où on se parle? J'ai posé la question tout à l'heure à l'invité précédent parce que c'est la même mécanique. Combien de jeunes et de moins jeunes sont intégrés dans des processus d'accompagnement, de formation et de recrutement là au moment où on se parle? Absolument. Alors pour ce qui est d'un groupe, simplement, qu'il soit, comme je le disais, découverte ou recrutement, c'est 5 personnes par groupe. Mais maximum. Voilà, maximum, parce que nous souhaitons à chaque fois avoir un accompagnement, bien sûr, qui est collectif sur le travail, mais également individuel. Parce que nous gérons aussi des problématiques en fait, liées à la pathologie de chaque personne qui demande une étude, une évaluation du handicap en situation de travail. Ça, c'est vous qui le gérez. Absolument. Vous observez le poste de travail et ensuite vous allez dire, attendez, l'établi est trop haut, vous aménagez le poste de travail. Alors, on ne va pas forcément aménager le poste de travail, on va surtout essayer de comprendre les contraintes que le stagiaire en fait, va rencontrer dans la pratique du métier, de manière à adapter ensuite j'ai envie de dire, soit le poste, soit les tâches qu'il a à réaliser. 450 stagiaires, travailleurs handicapés, c'est le bon chiffre. On en est là C'est ça exactement. Donc depuis 4 ans, donc, nous avons fortement progressé, puisqu'aujourd'hui nous avons une centaine de dispositifs en fait, répartis sur, alors au moment où on se parle, puisque notre société n'a que 4 ans d'activité, sur donc Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et PACA. Et je pense que demain, nous allons essayer d'aller plus loin. Nous allons essayer de déployer en tout cas le concept au niveau national. C'est-à-dire qu'il faut presque... J'ai presque envie de vous dire, quand vous me parlez d'HandiWork, que ça devrait même passer par la loi, par le législatif, qui, comme on l'a inventé par un jeune une solution, c'est-à-dire rencontrer l'offre et la demande. Enfin, ça paraît simple. Est-ce que vous allez jusque-là de convaincre des députés, des élus, alors c'est un peu compliqué en ce moment, enfin à partir de septembre ça doit être possible, de leur dire, regardez, ça fonctionne, il faut le généraliser, non? Alors, je crois que c'est une question qui est très importante, puisque il se trouve qu'il y a 15 jours, nous avons reçu un prix de la GFIP, un prix national, effectivement, pour nos dispositifs recrutement. Et je crois que derrière, il va y avoir en fait un certain nombre d'échanges qui vont se mettre en place, notamment donc avec la GFIP, qui aujourd'hui gère les aides, notamment pour accompagner... Qu'on a reçu il y a 15 jours, ils étaient sur notre plateau, enfin en visio, mais ils étaient là. Voilà, absolument. Donc il y a des réunions qui sont prévues avec notamment le directeur général de la GFIP pour en parler. Et puis également les ARS, alors les ARS, les agences régionales de santé, absolument, qui eux gèrent plutôt le pendant du côté du milieu protégé. Et je dirais, c'est avec l'ARS qu'il y a probablement des solutions pour notamment faciliter des sas d'accompagnement en fait, de ces plus jeunes vers l'emploi pour les sécuriser par la découverte d'un métier. Ça se développe, ça fonctionne. C'est marrant parce que vous me parlez de l'ARS qui est sous tutelle du ministère de la Santé et je pensais que vous me parleriez spontanément du ministère du Travail. Oui, alors le ministère... C'est intéressant. Absolument. Alors le ministère du Travail, bien sûr, jouera et a joué son rôle, notamment à travers la réforme de la loi handicap, notamment la réforme de 2019, qui, je pense, a joué un vrai rôle, en fait, j'ai envie de dire, un peu d'impulseur et de... Comment dire, d'essayer en tout cas de faire progresser les pratiques des entreprises pour augmenter effectivement le taux de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Rappelons-le, de 6%, absolument. Qui n'est pas respecté évidemment par toutes les entreprises. Voilà, on doit être à peu près à la moitié aujourd'hui en France. Un peu plus de 3 ? Exactement. Merci Lionel Satouf. HandiWork est une aventure humaine, vous l'aurez compris, parce que vous avez quitté, je dirais, le monde de la grande distribution pour créer ce bébé. 4 ans d'existence, HandiWork, avec des salariés, des stagiaires qui deviennent salariés, accompagnés, encadrés par des maîtres d'apprentissage. C'est aussi tout le concept qui donne confiance, d'ailleurs, il faut le préciser, qui donne beaucoup de confiance à ces personnes handicapées parce qu'elles ont besoin aussi d'être assurées dans le poste qu'elles vont occuper. C'est un vrai plaisir de vous accueillir et à très très bientôt, j'en suis sûr. On fait une courte pause et on va s'intéresser au mentorat. Mentorat, les mentorés, c'est de l'accompagnement, c'est bienveillant, c'est bénévole, ça permet à des créateurs d'entreprises, mais à des décideurs aussi de pouvoir peut-être éviter bien des erreurs, des choses trappes, grâce justement à un échange avec un chef d'entreprise. On appelle ça le mentorat. On va en parler, ça cartonne, ça vient du Québec, mais ça se développe énormément en France. On fait le point avec mes invités juste après la pause. Le cercle RH, notre débat. On parle aujourd'hui du mentorat. On en a déjà beaucoup parlé sur ce plateau. Ça vient du Québec et on va vous expliquer comment ça fonctionne ici en France. Ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui à la fois deviennent mentors et puis aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui acceptent, décident d'être mentorés, c'est-à-dire accompagnés. C'est de la bienveillance
c'est bénévole et ça fait grandir les deux parties, celui qui donne et celui qui reçoit. On en parle avec des mentors, des mentorés, puis ceux qui structurent aussi ce dispositif. Fabrice Geffroy, merci d'être avec nous, directeur général d'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, sous l'égide, donc on est bien d'accord, de la CCI Paris. Pas exactement. Alors soyez précis. Le premier IME qui a été monté en France est effectivement par un élu de l'époque qui s'appelait Dominique Restineau, qui est devenu président de la CCI Paris-Île-de-France. Et qui est aujourd'hui président Île-de-France. Voilà. Donc il y a un IME Paris-Île-de-France, mais il y a d'autres IME en France et une association nationale dont je m'occupe qui est là pour vulgariser. Qui a fait des petits partout. Qui a fait des petits et qui se développe sur toute la France. Mais ça a quand même bien démarré dans le centre de gravité parisien pour essaimer. Et c'est vrai que vous avez un travail de réseau aussi au niveau de tous ces réseaux. En tout cas, merci d'être avec nous. Farid Laloux, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cofondateur, alors, avec plaisir. Cofondateur puisque vous êtes le cofondateur des Bras en plus, et puis vous avez vendu votre entreprise à des collaborateurs. À mes associés. Entreprise de quoi? Déménagement? Tout à fait. Alors, l'idée, c'est une entreprise qu'on avait montée en 2012 et qui avait pour vocation de disrupter le secteur du déménagement. Et au final, on est devenu l'une des plus grosses plateformes de réservation de déménagement en France. Donc, ça a cartonné. Ça a super bien marché. Mentoré? Tout à fait. Mentoré, puis... Mentor. Et vous nous expliquerez évidemment l'intérêt que vous avez eu à être mentoré et aussi l'utilité que vous trouvez aujourd'hui. Je rappelle que c'est bénévole, c'est sur votre temps libre et vous êtes devenu mentor. Et puis avec nous, Pascal Turquetil, je pense que je l'ai bien dit. C'est parfait. C'est bien. Vous êtes président du groupe Muller, qui est une ETI industrielle familiale spécialisée depuis 60 ans dans le développement de l'industrialisation d'équipements thermiques de haute technologie. Vous être mentor? Je suis mentor. Avez-vous été mentoré? Je n'ai pas été mentoré, mais j'aurais pu l'être. J'aurais été aimé l'être. Vous auriez aimé être mentoré. Fabrice Geffroy, juste quelques mots quand même pour nous situer l'enjeu, parce que c'est intéressant, c'est pas du coaching, le mentorat, pour commencer à éliminer ce qui n'est pas. Ça vient du Québec, plutôt anglo-saxon, plutôt ce modèle du réseau, de l'entraide, de la solidarité, qui n'était pas tout à fait dans la culture française. Comment vous expliquez aujourd'hui que le mentorat, ça prenne ici en France et que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça vient du Québec, c'est en France depuis 2006, donc c'est Dominique qui a ramené le dispositif. Qui l'a ramené en France. Au début pour les entreprises, donc pour l'IME en forte croissance, qui font plus d'1 million, qui ont plus de 10 salariés, qui sont en train de grandir. Et la spécificité, c'est qu'on s'intéresse à l'entreprise d'une part, évidemment, mais on s'intéresse surtout à l'entrepreneur. À l'entrepreneur. Et à l'homme ou à la femme. Ouais. Et c'est assez simple en fait, c'est un entrepreneur qui a réussi, qui a développé une ou plusieurs entreprises, ou qui a repris une ou plusieurs entreprises, qui va venir donner de son temps, effectivement bénévolement, pour faire grandir un entrepreneur plus jeune dans la taille de l'entreprise, pour l'amener vers la grosse PME ou l'ETI. Alors, il y a deux sujets que je vais vous poser à vous, parce que vous avez la main sur ce réseau, donc vous avez la sociologie de ceux qui disent « mais moi, j'ai vraiment pas le temps pour faire ça », et à qui vous expliquez évidemment « mais attends, tu vas voir, c'est génial ». Et puis, il y a aussi le mentoré, commençons par vous. Vous avez une entreprise, elle cartonne. À quel moment on accepte d'être mentoré? Parce que si on me le proposait, d'être mentoré, je me dirais, mais attendez, il y a un truc qui colle pas, ça marche pas, je suis pas bon. C'est subtil, c'est ce rapport-là. Ouais. Comment on bascule à l'idée de dire, bah ouais, après tout, je vais être mentoré, tiens, pourquoi pas? C'est marrant comment vous l'abordez. Vous utilisez le terme accepter, alors que moi, à l'époque, je l'ai pris comme honoré. J'étais honoré qu'on me propose d'être mentoré dans un programme de mentorat. Mais ça soulève un point, c'est que je pense que c'est une démarche personnelle. C'est-à-dire intérieur même. Hein. Intérieur. Le mentoré, je pense qu'on va difficilement le chercher. On peut lui proposer, en faire la promotion pour qu'il sache que ce dispositif existe, mais par contre, on ne va pas aller le chercher. Ça va être une démarche personnelle. À un moment donné, il va se dire, j'ai besoin de parler de ce que je fais à quelqu'un. Je ne viens pas chercher du conseil, parce que le conseil, ça s'achète. C'est ça. Voilà, il y a une obligation de résultat sur du conseil. Là, c'est autre chose. Et justement, cette autre chose que je ne trouve pas sur le marché, c'est parce qu'il n'existe pas. Mais Farid, juste, à quel moment vous avez le déclic, vous? C'est une rencontre? C'est quelqu'un qui vous dit, attends, franchement, là où tu en es, tente ta chance. Et je pense que ça passe aussi par quelqu'un qui vous tend la main. Moi, c'est la découverte du Mouv'J. Ça a démarré comme ça. Le célèbre Mouv'J de Dominique Restineau, pour lui rendre hommage. Et Bénédicte Sanson, absolument. Je ne veux pas l'oublier. Exactement. Donc, ça a été eux, en fait, qui m'ont montré, m'ont dit,
Voilà, tu as une entreprise aujourd'hui. Vous étiez jeune à l'époque. Hein. C'était en 2012, la vingtaine, on venait de se lancer, et qui m'ont dit, il existe un dispositif qui va te permettre de parler à des entrepreneurs plus chevronnés que toi, mais attention, tu vas pas leur poser des questions, mais c'est entre vous, vous allez discuter, tu vas voir, il va se passer quelque chose. Moi, ça s'est arrêté là. Ça s'est vraiment arrêté là, et j'y suis allé avec beaucoup de curiosité, et surtout l'envie de m'ouvrir, et j'ai découvert quelque chose qui ne s'achète pas. C'est ça, quelque chose qui ne s'achète pas. Ça, c'est intéressant. Je fais le rebond parce que vous êtes mentor. Vous me disiez que vous auriez beaucoup aimé être mentoré, ce qui est un honneur. Enfin, Farid nous dit que c'était un honneur. Ça ne s'achète pas quoi? Qu'est-ce qu'on n'achète pas quand on fait du mentorat? Parce que le conseil, on l'achète. Le coaching, on l'achète. Voilà, donc il y a un processus, il y a des sessions, puis ça s'arrête un jour. Qu'est-ce qu'on tisse et qui ne s'achète pas finalement? Il y a une relation exceptionnelle qui se tisse entre le mentor et le mentoré, parce que généralement, le chef d'entreprise, il est seul. Et quand il a des décisions difficiles à prendre, à qui en parle-t-il? Donc le mentorat, ça permet de pouvoir échanger des choses extrêmement personnelles, voire confidentielles, entre pairs. Sans risque, sans crainte. Sans crainte, sans risque. Il n'y a pas non plus d'engagement financier. D'ailleurs, il y a une charte qui est signée. On n'a pas le droit, nous, mentors, de pouvoir prendre une participation dans l'entreprise du mentoré pendant 18 mois et les 18 mois qui suivent. Donc c'est extrêmement rassurant également pour le chef d'entreprise qui se dit... Je suis accompagné par quelqu'un qui lui-même a une certaine expérience, qui a certainement vécu les mêmes problématiques que moi. Peut-il m'accompagner? Et il y a également une question d'équilibre. C'est-à-dire que le mentor peut apprendre beaucoup de choses du mentor. Oui, on se remet beaucoup en question également nous-mêmes. Ça se croise. Hein. Exactement. Donc, ce n'est pas du conseil, c'est apprendre à se poser les bonnes questions, amener l'entrepreneur à être moins seul, à mieux décider, à être mieux entouré également et finalement à changer de posture, puisqu'une entreprise, c'est un être vivant qui se développe, qui croît en termes de chiffre d'affaires. Donc les besoins sont différents, stratégiques, humains, internationaux. Alors au départ, moi j'étais conseiller du commerce extérieur de la France, donc bénévole également. Et c'est comme ça que je suis arrivé au mentorat, parce que j'ai rencontré des hommes, Fabrice, également Dominique Restino, qui m'ont influencé positivement et qui m'ont incité. Et aujourd'hui, je suis un peu comme Farid, c'est un honneur de pouvoir mentorer, de jeunes mentorés ou pas d'ailleurs. On vous dit quoi à l'oreille? On vous dit franchement, tu as le potentiel, tu as le background, tu as le savoir. Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il y a le déclenchement du côté mentoré qui se dit il faut que j'y aille parce que j'ai envie de savoir. Mais vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous pousse? Parce que vous êtes très occupé, parce que vous avez des journées très chargées et vous acceptez de consacrer 2 heures par semaine, 2 heures par mois. Je ne sais pas quel est votre volume. Qu'est-ce qui se passe là? C'est plus que ça. Parce que quand on s'engage vraiment. On accompagne le chef d'entreprise, mais l'IME, également le Mouji, c'est aussi une communauté. On rencontre d'autres chefs d'entreprise qui eux-mêmes sont mentors, et on rencontre également d'autres mentorés. Donc je pense qu'en faisant du mentorat, nous-mêmes, on devient meilleur. Parce qu'on rencontre d'autres personnes expérimentées, eux-mêmes, qui consacrent du temps, qui s'engagent. Donc il y a un cercle vertueux extrêmement bon pour nous, mentorés, mais également pour mentors, mais également pour les mentorés. Bien sûr. Donc on est gagnant sur tous les plans. Fabrice Geffroy, juste un mot, parce qu'on va s'intéresser ensuite aux sujets qui reviennent assez régulièrement. Quand on est mentoré, il y a des points particuliers, il y a des sujets de finance, il y a aussi des sujets de psychologie, de posture, de savoir-être. Mais il y a un peu de psychologie dans tout ce qu'on se dit dans ce début d'émission. C'est-à-dire qu'on voit que ça vient de l'intérieur. Farid se dit, bon, j'y vais, c'est le moment. Le mentor se dit, bah, moi aussi, j'ai envie de donner. Et surtout, c'est pas un réseau de networking. On est 75 autour de la table à claquer des coupes de champagne. C'est pas ça du tout. Hein. C'est aussi ça. Non, c'est aussi ça quand on se retrouve en fin d'année. Mais quand on est vraiment dans la relation du mentor-mentoré, c'est un moment très, très intense, j'imagine. C'est un moment intense. Et justement, nous, on ne voulait pas, enfin Dominique ne souhaitait pas avoir un réseau, un Xème réseau. Ouais, sinon c'est un réseau, quoi. Et puis il y a des réseaux qui existent, dont on est partenaire, qui font très bien. Et dont c'est la vocation. C'est la vocation. Et puis il y a aussi des réseaux qui accompagnent individuellement des entrepreneurs, mais plus avec du parrainage, du conseil, du coaching. Donc on est rentré dans un interstice qui n'existait pas, qui est le savoir-être entrepreneurial. On va travailler sur la personne, on va travailler sur l'entreprise. Sur l'être. Donc ce que disait Pascal ou Farid, sur l'être. Donc on va aller sur des sujets personnels, pas que sur des sujets individuels. Souvent les mentorés, quand ils arrivent chez nous, ils veulent développer leur entreprise. On veut faire du chiffre d'affaires, donc ils ont une stratégie marketing, etc. Et tout d'un coup, on leur dit non, c'est pas tout à fait ça. Voilà. On leur dit, c'est peut-être pas ça, parce que le mentor n'a pas le droit de dire ce que... C'est vrai, il ne donne pas de conseils. Il va peut-être lui dire, mais pourquoi tu ne regardes pas là? Peut-être que tu as un sujet, je sais pas, de gouvernance. Vous voyez que c'est la psychologie. Il ne donne pas de conseils, il accompagne par des questions, c'est ça. Alors c'est de la psychologie, mais
la possibilité de le faire et leur reconnaissance de le faire par rapport à un mentoré, c'est le fait qu'ils sont passés par là, qu'ils ont été entrepreneurs et qu'ils ont vécu exactement la même Oui, chose. il y a un quelques effet années miroir. avant. Il y a un effet miroir. On se dit, attends, moi, il y a 10 ans avant, j'ai vécu la même chose. Et c'est pour ça, alors je vous coupe, Non, excusez-moi. allez-y. C'est pour ça qu'on ne prend pas tout le monde en tant que mentor. Ouais, parce qu'il y a une sélection quand même, on est d'accord. Alors déjà, il y a une sélection. On prend que des entrepreneurs. On n'a rien contre les dirigeants salariés, mais les dirigeants salariés, ils n'ont pas forcément mis d'argent. C'est pas forcément vraiment leur entreprise. C'est Mais on vrai. prend que des gens qui ont investi de l'argent dans Ont leur créé leur entreprise, boîte, voilà, qui qui l'ont ont fait créé ou prospérer. développé ou repris. On est d'accord. Pour que les entrepreneurs que nous on accompagne, qui sont dans cette situation-là, se reconnaissent. Et ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que vous alliez chercher une fois que vous avez franchi le cap? Vous êtes dit, je suis honoré. Bon, ensuite, j'ai rencontré, vous avez rencontré. On sélectionne son mentor. Comment on se met en connexion avec son mentor? Parce que pour le coup, il faut que ça matche. J'imagine que vous avez des cas, j'en suis persuadé, Fabrice, où le mentor, le mentoré, vous dit ça colle pas, quoi. Parce que humainement, ça colle pas. Mais c'est un super point parce que je pense qu'il est essentiel et j'allais revenir en complément de ce que disait Pascal tout à l'heure. Le côté structuré de la relation est extrêmement rassurant et c'est ce qui apporte aussi ce contexte qui fait qu'on est capable de se mettre à nu. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'entrepreneur, il a tendance à toujours mettre sa société et son travail d'entrepreneur en avant, en société, par rapport à ses partenaires, etc. En s'oubliant lui-même. Exactement. Et au final, le moment d'échange, qui va être un moment mensuel avec son mentoré, va être au final le seul moment de vérité du mois. Où le décideur peut parler de lui-même. Exactement. J'ai galéré, j'ai des angoisses, j'ai eu hyper peur à cet entretien. Enfin, Ça, vous n'allez pas le dire à votre banquier. c'est impossible. Mais à votre mentor, vous allez lui dire, voilà la réalité de la situation, pas voilà comment je l'ai présenté. Ouais, parce que Voilà le banquier, comme vous lui présentez la meilleure face de vous-même. Je veux dire, le banquier, un exemple parmi tant d'autres. ouais. Mais parmi toutes les relations qu'on a quand on est Et les entrepreneur. fournisseurs, et vos clients. Et les collaborateurs, et les associés. Donc Et en fait, vous me dites, c'est vraiment intéressant ça, de creuser cette histoire, c'est qu'en fait, quand on est entrepreneur, décideur à la tête d'une entreprise, qu'elle soit grosse, moyenne ou petite, vous avez le masque, quoi. Complètement, mais parce qu'on est en représentation permanente et il faut que l'entreprise et l'entrepreneur soient sous son meilleur jour, alors que la relation avec le mentor n'est pas du tout celle-ci. Vous êtes d'accord? Parce que vous êtes à la fois le mentor, mais vous êtes à la tête d'une entreprise. Vous aussi, ça vous fait du bien de poser le masque. Vous quittez votre groupe industriel, vous posez le masque, et là, il s'enclenche une relation Bien sûr. humaine, d'homme à homme. Il y a un triptyque, moi j'aime bien dire ça souvent, il y a un triptyque. Au départ de la relation mentorale, le mentoré parle exclusivement de son entreprise. Des cas très concrets, quotidiens finalement dans la vie d'un entrepreneur. Tiens, j'ai vécu la même chose. Alors, Cas là, pratique. évidemment, il y a des cas pratiques, il y a un retour d'expérience. Mais ça, c'est au début. Après, 80% de la relation mentorale, c'est sur les autres sphères du triptyque. C'est la relation personnelle, c'est-à-dire le cas particulier du positionnement du mentor et du mentoré, et puis la question familiale. C'est-à-dire que tout ça est interconnecté. S'il y a un déséquilibre entre ces trois sphères, ça ne fonctionne pas. Donc, rapidement, on en arrive à des choses extrêmement confidentielles, personnelles, intime. presque intimes, Eh oui. qui se développent entre le mentor et le mentoré, dans une relation qui est assez longue aussi, parce que 18 mois, ça permet également de creuser les sujets, et c'est un temps de développement qui est suffisamment intéressant pour que se crée ce climat de confiance Ouais. qui permet finalement... Une psychothérapie entrepreneuriale. Qui était souvent très seul et qui cachait souvent tout cela Tout à au fait. fond de lui-même, à le révéler. À se faire des nœuds dans le ventre. Voilà. Et alors là, quelle satisfaction pour le mentor au moment où le mentoré se libère et puis parle de problématiques très intimes pour les solutionner finalement. Et la plupart du temps, quand on a fini notre relation mentorale, elle ne s'arrête pas là, même si Ouais, ça. L'histoire dire que- se poursuit finalement. Enfin, ça c'est se une histoire poursuit, d'homme, on une histoire continue à d'amitié. avoir Ouais. des relations avec eux. On passe un coup de fil, quoi. J'imagine que Bien sûr. on ne dit pas les élèves, le lapsus, le rapport maître-élève. Le mentoré vous appelle. Il vous dit, attends, j'ai une galère, est-ce que tu as 5 minutes ou un SMS? Et j'imagine que quand ça match, vous dites, attends, je te rappelle dans 5 minutes et on en parle. C'est un peu ça l'idée aussi. Heureusement d'ailleurs, heureusement que la situation ne fait que ce n'est pas coupé au bout de 18 mois. On continue à se parler, il peut y avoir des raisons pour lesquelles il a besoin de se confier, d'en parler, et ça c'est extrêmement enrichissant. Fabrice, vous avez une vue un peu panoramique, puisque vous évoquiez le MoveJ tout à l'heure pour les jeunes créateurs, l'IME. On sait ce que c'est compliqué de le quantifier, ma question est complexe, mais combien d'entreprises ça sauve et combien d'hommes ça sauve? Parce qu'on voit bien que c'est plus que sauver une entreprise. Ça sauve aussi des hommes parfois ou des femmes en perdition, en dépression, perdus. Vous avez comme ça un peu des tableaux de bord? Alors, on fait des enquêtes. Alors, je vais parler pour l'IME. Je ne connais pas exactement les chiffres pour le MoveJ, mais sur l'IME, en tout cas,
alors c'est pas, ça sauve, je sais pas, mais je sais que on est au-dessus du taux d'entreprises qui en échec largement. Et qui grandissent par ailleurs. Et qui grandissent par ailleurs, c'est-à-dire que je connais très peu, enfin quasiment pas d'entreprises qui ont fait l'IME, qui ont déposé le bilan. Elles ont été rachetées, mais ça c'est la vie d'une entreprise. J'ai quelques données sur la satisfaction, où 90% des mentorés sont satisfaits de leur mentor, 80% ont envie de refaire du mentorat après l'IME, 78% ont envie de devenir mentor parce qu'il y a une chaîne d'accompagnement, c'est-à-dire on a été mentoré j'ai reçu, on devient mentor et je plus renvoie. tard, voilà. C'est quelques données. Alors j'ai des données comme ça, j'ai des données quantitatives sur l'augmentation de chiffre d'affaires et d'emplois dans les entreprises. Donc vous voyez la progression de ces entreprises. À chaque fois qu'on fait des enquêtes, les entreprises de l'IME ont une croissance moyenne annuelle de plus 25% par an et plus 20% pour les emplois. Et alors je continue juste. Allez-y, je vous ai coupé la parole. Pendant la période mentorat et l'année qui suit le mentorat, elles doublent leur chiffre d'affaires. Alors c'est pas que le mentorat, mais ils sont peut-être pour quelque chose les mentors. Vous l'avez senti, vous là, alors vous avez vendu votre entreprise, on l'a entendu, mais quand vous étiez dans votre entreprise, vous avez senti que cet accompagnement, je sais pas, c'est un accélérateur. Ça vous a donné confiance. C'était quoi en fait? Comme le dit Fabrice. En fait, c'est pas l'accompagnement, le mentorat qui va te faire évoluer. Par contre, c'est une brique. Et si tu as eu cette brique-là à ce moment-là, c'est que tu l'as cherché, c'est que tu étais dans un moment de ta vie entrepreneuriale où tu voulais que ta boîte accélère. Et au final, ça a été cette brique qui a été, avec toutes les autres, le moteur de ton accélération. Et je voudrais revenir sur un point, on a commencé à l'aborder, mais on n'a pas été bien loin, sur le matching. Vous parliez de matching tout à l'heure. Ça colle ou ça colle pas? Et pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants. Pourquoi cette relation est aussi vertueuse? Parce que derrière, il y a des institutions comme le MoveJ qui ont une extrêmement bonne connaissance des mentors et des mentorés. Et ça, qui savent faire ce matching-là. Bien sûr. Aussi. Comment? J'ai dit quoi? Le MoveJ. Au MoveJ, c'est une guerre entre MoveJ. En tout cas, l'idée, c'est que... Non, c'est complet. Voilà, il faut savoir marier les couples, quoi. Et c'est l'art du matching qui est l'une des forces du mentorat. Juste un mot, Farid, je vous poserai la même question, mais qu'est-ce que vous apportez? Vous êtes mentor aujourd'hui. Qu'est-ce que vous apportez et que le fait d'avoir été mentoré vous avez donné? Est-ce que vous êtes en train de redonner, sans d'ailleurs forcément l'avouer directement à celui que vous accompagnez, mais quelque part il y a un jeu comme ça on rend ce qu'on a reçu? Il y a deux choses. La première, donc d'un point de vue pratique, moi, j'ai toujours constaté sur mes mentors, ils avaient tous leurs petits trucs et astuces, etc. Et moi, je m'amuse aujourd'hui de temps en temps à réappliquer des petites choses comme ça, un petit clin d'œil. Du genre, moi j'ai un mentor qui aimait bien prendre des coups de fil en plein milieu de la conversation et partir, mais en fait c'était juste pour nous laisser entre associés discuter un petit peu et débriefer pendant. Ah donc c'était une tactique. C'était une tactique. Génial. Pendant 5 minutes. Tiens chérie, tu m'appelleras vers 15h35. donc celle-ci, ça me plaît un petit peu en hommage. Ça vous le faites? Je le fais. Et donc vous avez quelqu'un qui vous appelle, attendez, je vous laisse. Exactement. Parce que vous sentez que dans cette relation avec vos mentorés, ils ont besoin de se parler. Parce qu'il peut y avoir des moments très chauds, parce qu'attention, à la fin d'une petite séance de mentorat, vous êtes épuisé. Aussi bien le mentor que le mentoré. Ouais. Vraiment épuisé, parce que c'est intense. C'est intense. Et des fois, en cours de session, on se rend compte, dit là, il y a besoin d'un break. Surtout s'ils sont plusieurs associés, on va les laisser digérer ça pendant 5 minutes. Ah oui, parce que moi j'étais dans un B2B, mais il s'avère que quand on est mentor, on peut aussi avoir à mentorer 2 à 3 personnes, on est d'accord. Ce qui, je peux me permettre, sans faire de psychologie, c'est plus compliqué parce qu'il faut marier plusieurs caractères, psychologie, attitude. Vous êtes d'accord avec ça? C'est physique, il y a un côté physique quand même. Bien sûr. Il faut être un peu très pédagogue, un peu médecin. Calme. Déterminer les pathologies et puis essayer en effet d'être calme, d'être rassurant, puis de créer finalement le climat qui va permettre, quand on est plusieurs, la libération, de se parler, de trouver les bons mots, et puis d'expliciter. Les mots ont de l'importance d'expliciter quelle est la nature du problème, quand il y a des problèmes évidemment, ou partager des bonnes nouvelles. On partage aussi de très bonnes nouvelles, il y a les deux, heureusement. Oui, parce qu'un gros contrat, un client... Puis je crois qu'il y a un terme très important qui se développe également autour de l'IME, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que la plupart du temps, pourquoi les entreprises aujourd'hui sont en progression? Fabrice parlait de 20% jusqu'à 30% par an. On n'est pas des apprentis sorciers, on n'a pas une baguette magique. Pourquoi? La plupart du temps, le dirigeant, il a les réponses. Sauf qu'il hésite, il est seul.
est-ce que je dois investir? Est-ce que je dois recruter? Est-ce que je dois partir à On l'international? valide, vous validez. On le fait se révéler finalement ce qu'il a déjà au fond de lui. Il va choisir, mais vous l'avez aidé. On va créer finalement tous les critères qui vont aller dans le bon sens pour que lui finalement décide plus vite. Et c'est ça qui crée la croissance. Bien sûr. Nous, on le rassure en disant, on a déjà vécu ça. C'est bordé. Voilà. Mais on ne va pas apporter les réponses à sa place. Ouais, ça c'est important. Donc c'est beaucoup plus profond. Ça veut dire que la confiance en lui est de plus Elle en est plus solide. forte. Et plus elle est solide, plus elle se développe, plus il va investir, plus il va se développer, plus il va créer. Ouais. C'est un entrepreneur. C'est très psy ce que vous dites parce que vous n'êtes pas une béquille. Vous êtes là vraiment pour l'accompagner, mais vous n'êtes pas sa béquille. Vous n'êtes pas là Complètement. uniquement pour le récupérer à chaque fois. C'est qu'il fait ses choix aussi, accompagner, border, en tout cas du mieux que vous pouvez le faire. C'est intéressant avant de nous quitter, parce que ce débat est passionnant parce qu'il est très humain. Il n'est pas dans le business, il est dans l'homme. La suite, alors un jeune, une solution à intégrer sur sa plateforme le mentorat, le dispositif. J'imagine que ça a quoi? Ça a mis du boost, ça a accéléré aussi ou pas? Si, ça a accéléré. Alors, c'est surtout pour le MoveJ, parce que c'est un jeune une solution. L'IME, on est sur des entreprises et des Plus entrepreneurs importante. plus importantes. Exactement. Mais oui, sur le côté MoveJ et mentorat en France, déjà, en termes d'image, de notoriété, ça a changé les choses. Oui. En 2006, encore il y a 5 ans, on C'était parlait à peine du mentorat. Je suis d'accord. Maintenant, on en parle. Et il Oui. y a du mentorat entrepreneurial, ce qu'on fait, ce MoveJ, Réseau Mentorat France, IME. Au Mais il y niveau a du gouvernemental, mentorat c'est vrai. aussi. Il y a du mentorat dans l'entreprise, à un jeune qui est accompagné par un C'est vrai. senior, etc. Et tout ça participe au développement du mentorat. Vous, Fabrice, avant de nous quitter, parce que vous êtes jeune, vous aussi, ça vous apporte Non, quoi? plus trop, j'ai les cheveux blonds. Bah, moi aussi, un petit peu, bien sûr, mais ça vous apporte quoi, vous, d'avoir cette vue panoramique? Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que c'est extrêmement riche, ce métier. Vous imaginez le métier que j'ai. J'ai d'un côté des mentors bénévoles, donc des gens qui sont prêts à donner de leur personne. Donc, Gratuitement. Gratuitement, et pendant 18 mois. Et il y en a qui sont à leur 8e mentorat. Donc tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc c'est déjà une certaine forme de personnalité. Et de l'autre côté, on n'en a pas parlé, mais côté mentoré, on ne prend pas tout le monde non plus. Ouais, si, je l'évoquais tout à l'heure, il y a une au sélection, cadre, hein. mais il y a une sélection par rapport à la personnalité aussi, ça ne se rend pas compte. Et puis surtout, dans le sens où... Donc il y a un entretien avec vous et vos équipes. Il y a un entretien, il y a un dossier, etc. Et si on sent que la personne n'est pas faite pour le mentorat, on va lui faire comprendre. On va l'orienter plus vers du conseil, du coaching. Et donc, on a des gens, j'ai des gens côté mentoré qui sont aussi volontaires et qui ont bien compris ce qu'était le dispositif et qui sont humbles. Parce qu'il faut être humble pour se faire challenger par un mentor. C'est la question que je posais tout à l'heure à Farid. Il y a une forme d'humilité. Il m'a dit tout à l'heure, moi j'étais très honoré, mais il faut aussi accepter qu'un père vous challenge. Mais ça peut être une histoire de moment pour compléter un peu ce que dit Fabrice. Quelqu'un peut ne pas être prêt à un instant T, mais revenir un an après avec une autre mentalité et peut-être d'autres besoins ou attentes. Avant de conclure, parce qu'on voit bien que c'est une histoire d'être humain, presque d'âme, de grandeur d'âme. Vous avez envie de poursuivre parce que je ne sais pas où vous en êtes dans votre processus d'accompagnement. Si vous êtes 16 mois, 12 mois, vous dites moi ça me plaît, je veux continuer malgré mon emploi du temps parce que vous dirigez une entreprise, Muller. Oui, mais je crois aussi que le fait de mentorer, ça nous permet également de revoir notre propre gouvernance d'entreprise. Parce que ça nous apporte tellement, nous, en tant que mentor, qu'on se dit il faut continuer l'histoire, on veut en mentorer d'autres. Je rappelle aussi qu'on ne mentore pas des mentorés notre secteur d'activité. C'est ça, c'est important. Ça montre bien que finalement la démarche, c'est pas parce qu'on a une hyper-expérience dans le secteur d'activité, c'est tout à fait vrai, mais c'est le positionnement, la posture du dirigeant. Donc évidemment qu'il faut continuer. D'ailleurs, j'encourage les auditeurs à pouvoir nous rejoindre également, s'ils veulent se révéler, pour venir nous accompagner aussi à l'IME en tant que mentor et mentorer. IME.fr avec une petite af-ime.fr af-ime.fr avec une petite vidéo sur votre site qu'il faut aller voir, qui vient casser toutes les questions. J'ai vraiment pas le temps, je peux pas m'en occuper, je ne serai pas à la hauteur, parce que c'est aussi une question que se pose le décideur en disant je vois pas très bien ce que je peux apporter. Et il y a des réponses assez concrètes de mentors qui disent bah si, parce qu'en fait on en est sur l'humain, on peut apporter énormément, c'est extrêmement gratifiant des deux côtés. Et vous m'avez l'air très épanouis tous les deux, ce qui est plutôt bon signe. Merci Farid Lalou, vous avez remonté une boîte. Avec grand plaisir. Vous avez recréé une société? Bientôt, ça arrive. Bientôt, vous pour en parler. vous soufflez un peu, exactement. Vous êtes le bienvenu, cofondateur des Bras en Plus, et vous avez vendu cette société pour créer une nouvelle dont vous nous parlerez bientôt. Fabrice Geffroy, merci, directeur général d'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, et merci à Pascal Turquetil, président du groupe Muller, entreprise familiale qui fait de l'industrie. C'est quoi? C'est des chauffe-eau? Ce ne sont que des produits à haute performance énergétique, radiateurs, chauffe-eau,
pompe à chaleur, on est en plein dans l'ère de la décarbonation, la transition écologique. Donc là encore, des sujets passionnants qu'on traite au quotidien. Et bien vous reviendrez nous en parler aussi, tiens, au Avec passage. plaisir. Merci à vous trois, messieurs, de nous avoir rendu Avec visite. grand On plaisir. termine notre émission. Ça va peut-être vous intéresser. Je ne sais pas si vous le faites pendant les séances de mentorat. On va parler d'astrologie, graphologie, de QCM pour recruter. Bon, je ne pense pas que ça rentre dans les champs de compétences des mentors. On en parle avec Thierry Bismuth dans sa chronique hebdomadaire. C'est tout de suite et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Bonjour à tous, Fenêtre sur l'emploi. On parle aujourd'hui de la météo, du recrutement. Alors là, Thierry Bismuth, vous êtes venu avec nous. Alors vous avez bossé le sujet d'une manière incroyable. Astrologie, numérologie, QCM, vous vous êtes penché sur le sujet. Et vous commencez déjà par une question, c'est bien ça? Oui, est-ce que vous imaginez ce que pourrait être le point commun entre l'astrologie, la graphologie et un test RH, par exemple? Non. Eh bien, oui, pensez l'avenir. Voilà, exactement. Ils essaient de prévoir l'avenir. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on pourrait penser que la météo, quand même, prévoit un peu mieux l'avenir que les autres. En vérité, c'est pas le cas. Si on prend, il y a ne serait-ce que 1000 ans. Pour prévoir le temps qu'il allait faire, on faisait confiance au rhumatisme de papy pour savoir s'il allait pleuvoir ou à 3 hirondelles pour savoir s'il allait y avoir le printemps. Donc finalement, on se rend compte que dans tous les cas, prévoir l'avenir, même si pour la météo maintenant c'est plus facile, ça a longtemps été très incertain. Alors, laissons la météo de côté puisqu'on parle recrutement, mais quel est le rapport avec le recrutement? Eh bien, en fait, par les temps qui courent, trouver des CV, c'est pas très compliqué. Même si je sais que pénurie aidant, vous entendez dire, quand on est un pro du recrutement, qu'on a accès au CV Tech, quand on va sur LinkedIn et sur Indeed, finalement, trouver des CV, y compris sur des métiers pénuriques, c'est pas très compliqué. Ça se trouve. Par ailleurs, discuter avec un candidat pour savoir s'il pourrait venir chez nous et à quelles conditions, quand on a des méthodes d'entretien pour définir si c'est ce qui le motive, c'est l'argent, les valeurs, l'évolution, la reconnaissance, ça se travaille aussi. On peut assez vite savoir si un candidat pourrait ou pas venir chez nous et savoir si notre proposition de valeur pourrait lui plaire. Là où c'est très difficile, c'est d'être capable de prédire son succès dans l'entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus d'entreprises qui, ça y est maintenant avec les nouveaux outils, savent sourcer, savent entretenir les candidats et les attirer à elles avec les marques employeurs. Mais il reste la prédiction du succès. Or, c'est ça qui coûte de l'argent aux entreprises. Ce qui coûte, c'est bien, ça n'est pas de ne pas recruter, c'est de recruter quelqu'un qui part. Et donc, on voit fleurir toujours, chaque année ou chaque tranche d'année, des nouveaux outils, des nouvelles promesses pour essayer de prédire le succès. Donc le succès d'un recrutement, c'est quoi? C'est la chance en fonction des astres ou la météo? Finalement, vous avez commencé par la météo. C'est quoi? C'est un peu le même combat? C'est qu'on est un peu comme ça, on met le doigt? Il s'agit de prédire le succès d'un individu à partir de très très peu d'éléments qu'on a à notre disposition. Aujourd'hui, si je prenais, vous parlez tout à l'heure de la météo, c'est vrai, on a beaucoup plus, c'est devenu une science maintenant, on peut la prédire. Mais il y a ne serait-ce que 500 ou 1000 ans, c'était pas plus facile de prédire s'il allait faire beau que de définir aujourd'hui avec de la graphologie si quelqu'un est plutôt optimiste en regardant la forme de ses voyelles ou de savoir s'il va trouver l'amour en regardant la lune. C'est-à-dire que c'est devenu une science en parlant de la météo, mais finalement, pendant des millénaires, on avait très très peu d'infos pour essayer de prédire ces choses-là. Alors, pourquoi on le faisait finalement? Mais parce qu'on était désespérés. C'est terrible. On était désespérés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, c'est important la météo. Mais imaginez-vous à l'époque, dans les agricultures de survivance, si on plantait les patates trop tard, si on cueillait les fruits trop tôt, c'est lié aux lunes, hein. Enfin, ça vous le savez. Comment? C'est lié aux lunes, aux lunaisons. Et donc, si on se trompait, on mangeait pas. Et donc, on était désespérément dépendant de cette capacité de prédire. Or, aujourd'hui, avec la pénurie des talents dans le recrutement, c'est pareil. On a désespérément besoin de recruter et de faire réussir les gens. Et donc, c'est ce même désespoir ou cette même ambition qui faisait à l'époque parier sur des choses assez improbables et qui aujourd'hui incite les recruteurs, sous couvert de science évidemment, à essayer de définir le succès probable de quelqu'un. On parle toujours de météo, mais pas de recrutement. Il va falloir nous parler de recrutement, Thierry. Ouais, c'est pas faux, on va peut-être venir un peu sur le recrutement. Revenons un petit peu au sujet. Bon, ouais, vous avez raison. Alors, ce qui fait beau aujourd'hui en plus. Bon, alors, j'ai essayé de traiter le pourquoi est-ce qu'on parle de recrutement, mais on va parler du comment. On va essayer d'égrener quelques méthodes de recrutement et on va décider ensemble si c'est plutôt du côté de papy a mal au dos, a des rhumatismes, il va pleuvoir, ou plutôt du côté de la science météo. On va commencer par le plus saugrenu. Pour être tout à fait honnête, c'est l'astrologie et la numérologie. Alors là, l'astrologie et la numérologie, je ne vous cache pas que je ne vais pas faire 2 heures pour vous dire que ça ne marche pas. Tout le monde sait qu'il n'y a aucun fondement scientifique. Et on ne les a pas en plus. Hein. Oui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun fondement scientifique, mais que ça fonctionne. Et je vais vous dire pourquoi, et c'est là que c'est rigolo. Si votre recruteur croit à l'astrologie et que vous êtes Cancer ascendant Verseau,
eh bien, s'il est convaincu que les cancers ascendant Verseau vont réussir chez lui parce que c'est avec eux qu'il réussit, inconsciemment, il va vous faire réussir puisque les astres ont dit et qu'il y croit. À l'inverse, s'il a dû vous recruter alors que vous êtes Balance ascendant Vierge et qu'il ne croit pas du tout à ce signe-là, eh bien, inconsciemment, il va mettre moins d'efforts. Donc il a un biais. À chaque fois qu'il y aura une difficulté, il dira les astres l'avaient prédit. Donc, en fait, ce que disent ces pratiques, pour ne pas les appeler science, ça ne dit pas quelque chose sur vous. Ça va prédire votre succès parce que ça... À travers le filtre du recruteur. Bien sûr, en tant que recruteur, je suis influencé, la fameuse prophétie autorisatrice, qui fait que, comme je suis convaincu que ça va marcher, parce que du coup, inconsciemment, je vais faire en sorte que... Ce qu'on appelle la méthode Coué. Par exemple. Entre autres. Ouais. Et puis, alors on bascule, là on était dans les astres, presque dans l'ésotérisme, hein, pour le dire. Ouais. Vous nous parlez d'un autre sujet, mais celui-ci est encore utilisé. Vous êtes recruteur et vous le savez, graphologie, morphopsychologie. Malheureusement. Alors, d'abord, je vais essayer déjà de mettre tout le monde d'accord. Je vais faire 2 belles citations parce qu'il paraît que ça fait classe. Ne faites pas confiance à un homme dont l'écriture oscille comme un roseau sous le vent. Ne faites pas confiance à un homme dont l'écriture oscille comme un roseau sous le vent. C'est Confucius. Ouais. Donc quand il dit ça, on a envie de dire, est-ce qu'on peut se battre contre la graphologie si même lui le dit? Et puis, on va aller plus loin, je vais citer Alain, un autre philosophe, celui-ci, plus occidental, qui dit, l'homme qui écrit... Et plus contemporain. Et plus contemporain. L'homme qui écrit toute sa nature, il suit un modèle commun bien sûr, mais il a sa manière propre de le suivre, et c'est là que c'est intéressant. L'idée de lire un caractère dans l'écriture est une idée juste. Alors, quand Confucius et Alain, quand la philosophie orientale et occidentale sont d'accord, on a du mal... Bon. Je vais quand même rappeler quelques réalités sur, par exemple, la graphologie. D'abord, elle est interdite dans la plupart des pays européens et dans les pays anglo-saxons. Ça veut déjà dire quelque chose. Deuxième élément... Donc, si on le fait, c'est illégal. Alors, dans ces pays-là, en France, on a le droit de la pratiquer, mais on n'a pas le droit de s'appuyer sur elle pour choisir ou pas un candidat, parce qu'en France, on a fait passer un texte de loi, précisément en pensant à la grapho à l'époque, qui dit « Je ne peux pas m'appuyer sur quelque chose qui n'est pas lié à l'emploi, au job, pour décider qu'un candidat... » Donc du coup, et d'ailleurs, à l'époque, c'était pour la grapho qu'on en parlait. Troisième élément important, et ça c'est peut-être plus important que la loi, il n'y a aucune concordance. Si vous donnez à 3 graphologues le même texte, ils vont vous donner 3 avis différents. C'est vrai. Et alors ça pose... Alors, souvent vrai. Et ils ont réussi à régler le problème. Ils ont dit oui, c'est normal, parce que la graphologie, c'est beaucoup d'intuition. Ah bah, c'est d'intuition... Ils ont réglé ça comme ça. Et il y a une étude très sérieuse qui a prouvé que quand on donne le même texte à des graphologues et à des non-initiés, on va dire vous et moi, eh bien... Les non-initiés vont avoir raison sur des choses simples. Est-ce que c'est un homme ou une femme qui a écrit? Quel âge il avait à peu près? Et est-ce qu'il est plutôt moral ou immoral? Enfin, globalement, ils ont pris des mecs qui sortaient de prison, enfin qui étaient en prison. Eh bien, les gens non-initiés comme vous et moi, parce qu'il y a un peu d'intuition là-dedans, ont raison dans 60% des cas, et les graphologues dans 75%. J'ai envie de vous dire, faites confiance à votre intuition, ça vaut pas la peine d'aller faire des... Ou alors devenez graphologue. Ou alors devenez graphologue. Mais enfin, pour la différence d'écart de statistiques, bon. Donc, sur la graphologie, si je fais vite, je dis aucune preuve. Interdit dans la plupart des pays, et on sait pourquoi. Et enfin, il y a tellement d'écart entre 2 graphologues que finalement, faites confiance à votre intuition, elle est à peine moins juste. Si vous veniez nous parler de la suite, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, et je trouve ça assez passionnant de voir toutes ces écoles, en quelques secondes, il reste le test RH, mais ce serait intéressant que vous nous en fassiez une chronique à part entière d'ailleurs. D'accord, alors je vais dire un mot sur le test RH. D'abord, c'est la plus fiable des méthodes. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a raison dans plus de 80% des cas. C'est-à-dire que globalement, quand on prend un test RH d'un candidat, 80% des choses qui sont écrites se révèlent vraies. Et c'est très simple à évaluer, parce qu'on fait passer le test à des opérationnels et on leur dit qu'est-ce qui là-dessus te correspond, et il y a à peu près 80%. Donc c'est très efficace. Le risque d'un test dit d'une phrase, c'est que l'opérationnel ou recruteur amateur, ayant peur de se tromper, soit tenté de prendre tout ce qu'il y a écrit pour argent comptant. Or, comme 80, c'est pas 100%, on a beaucoup de recruteurs qui, ayant peur de recruter, vont s'appuyer sur un micro-sujet du test pour ne pas recruter le candidat parce qu'on a toujours très peur de se tromper. Et c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Donc le test, simplement comme outil de discussion et pas comme outil de décision. Vous reviendrez nous parler des algorithmes, parce que c'est très dense et ça mérite vraiment de s'y arrêter, parce que c'est des sujets qui intéressent le grand public et ceux qui recrutent. J'ai plein de choses à vous dire sur les algorithmes la prochaine fois. Merci Thierry Bismuth, Odyssée RH, évidemment, vous êtes recruteur. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe. Nous sommes un tout petit peu en retard. Merci à Axel pour la réalisation. Merci à Mickaël pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Lily qui vient de nous rejoindre et qui va nous accompagner dans cette émission. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Bye bye.